du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Cyril et May, mère et fille dans la vie de tous les jours et associées dans la vie professionnelle. Elles ont créé ensemble, Face à Soi, un cabinet qui regroupe leurs deux activités, c'est-à-dire dermographiste pour Cyril et kinésiologue pour May. Deux professions qui ont pour vocation d'aider les personnes dans leur démarche de bien-être et que l'on va découvrir plus en détail. Bienvenue à toutes les deux. Merci, bonjour à tous. Eh bien, ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous retrouver toutes les deux pour que vous nous parliez un petit peu de votre projet. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter en quelques mots et après, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus par rapport à ce que vous aimez faire dans la vie ? Alors, je m'appelle Cyril, j'ai 57 ans, j'ai 3 enfants et je suis infirmière depuis 35 ans. Oh. J'ai fait pratiquement que du bloc opératoire et donc actuellement je travaille encore comme aide opératoire auprès de 3 plasticiens. D'accord. Voilà. Et actuellement, il y a plus qu'une activité même. Alors, je travaille avec eux et avec eux, j'opère donc des femmes, des gens qui subissent des interventions laissant de grosses cicatrices. Et donc, j'ai fait avec un de mes patrons le congrès de plastique qui se trouve à Montrouge. Et j'ai découvert la dermographie parce qu'il y a eu un petit test. Alors, c'était très rigolo parce que donc, c'est des infirmières qui venaient de Marseille et qui sont venues avec des pieds de cochon. Ouais, c'est la peau souvent. Voilà, parce qu'il s'avère que la peau de cochon ressemble de très près à la peau humaine. Et donc, on nous a demandé si on voulait essayer de faire du tatouage. Et c'est grâce à ça qu'a germé l'idée après ça m'a donné l'idée d'aller voir ce que c'était réellement. De chercher sur Internet, etc., de ce que c'était réellement. Parce que moi, dans mon métier, j'ai déjà vu des aréoles tatouées que je trouvais pas forcément très jolies parce qu'au départ, c'était vraiment, on mettait comme si on faisait du coloriage. On faisait un gros rond orange. Un peu brut, voilà, quoi. Un gros rond orange. Et puis, c'était pas forcément joli, mais c'est vrai que sur un sein reconstruit, ça donnait quand même l'effet, ça donnait quand même l'impression. Et donc, j'ai fait des recherches et c'est comme ça que j'ai atterri chez Mode Academy qui, elle, fait des formations de dermographie. Donc, à la base, elle fait des formations pour les esthéticiennes ou les tatoueurs parce qu'il faut aussi avoir la formation d'hygiène et de salubrité que moi, j'ai par mon métier, mais que finalement, j'ai refaite quand même parce qu'une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. C'est vrai. Et voilà, j'ai fait ma formation chez elle. Donc, elle est très, très, très connue sur Paris. D'accord. Quels que soient les gens, que ce soit en maquillage permanent. C'est ce que j'allais vous demander, oui. En maquillage permanent ou en maquillage de reconstruction, elle est très connue. C'est la première qui arrive. Donc, elle connaît son business. Il n'y a pas de problème sur ça. Ça a été une bonne formation, du coup. Oui, c'est une bonne formation. De toute façon, c'est une des meilleures écoles pour l'instant. Mais finalement, en cherchant après, il y en a plein d'autres. Il y a Styliderm, il y en a plein d'autres des écoles. Mais c'est vrai que elle arrive en premier dans les recherches. Et puis, elle permet aussi, on peut acheter le matériel, on peut acheter les pigments. Elle a son centre de formation, elle a ses boutiques pour le matériel. Donc, c'est vrai que chez elle, on arrive à... Il y a tout. Quand on est débutante, on peut tout avoir chez elle. Très pratique. On n'est pas obligé de se casser la tête et voilà, on a tout chez elle. Sinon, il y a un autre gros labo qui s'appelle Biotique Fossea et lui, il se trouve à Marseille, Biotique Fossea. D'accord. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'un des premiers à avoir fait ça, c'était Biotique Fossea. D'accord. Les pigments de chez eux. Et souvent, donc, je vous dis, l'équipe qui m'a donc donné envie de faire ça, elle venait de Marseille. C'était l'équipe de l'hôpital de Marseille.
Ok, c'est chouette. Voilà. Et côté passe-temps de la vie de tous les jours, Alors, côté passe-temps, j'en ai plein. c'est parti. J'en ai plein. Je fais beaucoup de choses que j'ai souvent du mal à terminer parce que finalement, j'ai pas tant de temps que ça. Mhm. Hein. En travaillant presque tous les jours. Et déjà, en tant qu'infirmière, on sait qu'on commence à 7 heures le matin, mais on ne sait jamais à quelle heure on va rentrer chez soi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et sinon, j'aime la mosaïque, la couture, la broderie. Enfin, je suis très manuelle. Ouais, Quoi. très manuel. Ouais. Un peu le dessin aussi. Un tout petit peu. Un peu le dessin. Oui, Oui, forcément, sans faut lien. aimer le dessin. J'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de dessins. Mhm. Bon, après, j'ai fait plutôt de la peinture sur les murs de la maison. Ça détend aussi. Mais quand les enfants étaient petits, ils avaient des chambres avec des dessins. Il y avait un phare, il y avait la mer, ils avaient des chambres décorées en fonction de... Des chambres œuvres d'art. Voilà, en fonction des... Qui avait quoi, du coup? Mais elle avait quoi comme chambre? Mais c'était une chambre très de rose. fille avec du rose, des fleurs, des papillons, enfin des pipaillons comme elle disait. Des petits pailles. Des papillons, enfin c'était plutôt bucolique quoi. Les fées bucoliques. Mhm. Malo, vu son Non, prénom, c'était la mer avec un phare, les mouettes, etc. Et Nils, lui, c'était la jungle. C'était déjà le sauvage dans l'âme. Ça correspond beaucoup au caractère. Oui. Bah oui, un petit peu. Voilà. Ok, c'est pas mal de choses très créatives en fin de compte. J'aime et beaucoup très la photo manuelles. aussi. J'adore la photo. Je les saoule avec la photo. C'est vrai? Je les saoule. Il faut toujours des photos. Regarde, grâce à ça, moi je fais beaucoup dans la photographie aussi. Oui, aujourd'hui. c'est vrai. Ça Donc s'est cette année, transmis. ça a été un peu compliqué la photo. J'avoue que cette année, l'album photo, il va être plutôt mince. Hein. Parce que pas beaucoup de... Moins de sorties et moins de tout ça. Ouais, et puis moins de joie et moins d'envie aussi, parce que... C'est normal, c'est Voilà. normal aussi. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, je suis très photo. Ça. Pour moi, la photo, c'est le souvenir. Ouais, capturer le moment. Et je trouve que ça permet de garder en tête des moments qui nous ont rendus heureux, des gens qui nous ont rendus heureux, et même de connaître des gens qu'on n'a pas connus, comme des arrière-grands-parents. Voilà. Et c'est rigolo de les voir et de se dire finalement, mon père ressemble à son arrière-grand-père, etc. Et ça, je trouve ça très, très sympa. Donc, j'ai même des vieilles photos d'aïeuls que je connais même pas. Quoi. Ouais, mais je comprends tout à fait ce lien. Très, très, très chouette, même quand il y a un petit nouveau dans la famille. Souvent, on s'amuse à se dire mais à qui il ressemble? Est-ce qu'il ressemble directement aux parents ou est-ce qu'il ressemble plutôt aux parents, génération voire d'avant. aux grands-parents? C'est chouette ça. Ok, très bien. Et toi, May, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors oui, donc je m'appelle May, j'ai 22 ans, je suis du coup kinésiologue, mais avant ça, j'ai fait des études d'art. Comme ma mère, j'étais et je suis quelqu'un de très très créative, très manuelle, et j'étais pas très à l'aise à l'école, voire pas du tout. Entre harcèlement, mauvaises notes, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Et mauvaise note, faut pas exagérer. Oui, des yeux levés au ciel. Non, elle n'était pas mauvaise élève. Non, mais bon. C'est pas vrai. J'aimais pas l'école. T'aimais pas l'école et bon, voilà. C'est différent. Encore. Mais t'avais pas de mauvaise note. Mais j'étais très très créative et je rêvassais beaucoup grâce à l'art. Je m'évadais comme ça et pour moi, la suite logique après le lycée, c'était de rentrer dans une école d'art ou dans une faculté, donc une fac d'art. Donc je suis rentrée à Paris 8 en art plastique où j'ai eu ma licence. Et en fait, avec mention. Avec mention. Et, pour quelqu'un qui ne travaille pas bien. C'est vrai. Et pendant ma dernière année de licence d'art, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui était psychologie, sexologie. J'ai toujours été très très intéressée par la sexologie. Et j'ai voulu me renseigner sur comment devenir sexologue. Donc j'ai fait en même temps que ma dernière année de licence d'art, une première année de licence de psychologie.
Et en fait, je me suis rendu compte que la psychologie, c'était certes intéressant, mais que c'était une branche qui ne me correspondait pas du tout. C'était beaucoup trop cartésien, beaucoup trop carré. Et moi, il faut savoir que j'ai un côté un peu sorcière. Spirituel. Voilà, très, très, très spirituel. J'adore tout ce qui est lié à l'ésotérisme, à l'astrologie, aux pierres, aux femmes accoucheuses de l'époque. Et en fait, grâce à la maman d'une amie, j'ai découvert la kinésiologie. Elle m'a prise comme cobaye et ça a été pour moi un gros déclic. Et je sais pas, tout au long de la discussion et de la séance que j'ai faite avec elle, directement après, elle m'a dit écoute, je te donne les contacts de l'école où je me suis formée et le soir même, je m'inscrivais. C'est vrai, aussi rapide que ça? Le soir même. C'est fou. Ouais. Ok. Donc on parlait de spontanéité, et c'est vrai que je suis très très spontanée, parfois un peu trop, et pour la kinésiologie, ça a été vraiment le gros déclic, l'ampoule qui s'illumine au-dessus de ma tête, et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est comme une évidence un peu. Ouais, parce que ça lie le côté psychologique, mais aussi le côté humain, humaniste, on aide. Mais il y a quand même une part aussi très spirituelle. C'est vrai. On parle beaucoup, voilà, moi je travaille avec les cristaux, avec les huiles essentielles, l'aromathérapie, tout ça. Les cartes, même le tarot, je travaille avec ça. Et il y a un côté voilà, très spirituel, mais aussi assez cartésien. Donc ça lie les deux, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Un peu une balance des deux, tu t'y retrouves quoi dedans. Exact. Ah, c'est cool. Et tes petits hobbies, tes passe-temps en plus de la kinésiologie? Mes passe-temps, comme ma mère, je suis quelqu'un de très très manuel. Elle parlait de photographie, mais moi c'est pareil, j'adore la photographie. Je suis beaucoup présente sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, où je m'amuse en fait. Je m'amuse à faire de la photographie, à faire des illustrations. Je touche un peu à tout. Je me sens pas du tout légitime de me décrire comme artiste. Voilà. Mais j'aime toucher à tout et je trouve que grâce aux réseaux sociaux, on a cette chance de pouvoir découvrir plein de formes d'art qu'on connaissait pas. C'est vrai, c'est un peu un espace libre où au final tu testes, tu crées et c'est ça. Tu t'amuses et puis c'est ce qui compte. Exact. Ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout ça que j'aime, c'est m'amuser avec l'art. Ouais, c'est vrai que... En fait, je pense que maintenant, il y a le ressenti du public. Enfin, c'est très grossier de dire ça comme ça, mais avant, quand on faisait de l'art, c'était affiché dans des galeries, c'était affiché dans des écoles, enfin, t'as resté des petits événements ou autre. Avec les réseaux sociaux, t'as la réaction instantanée. C'est direct. De d'autres personnes que tu connais ou pas. Et c'est vrai que c'est pour toi, ça entretient la créativité d'avoir ce feedback, ce retour de d'autres personnes. Ouais. Puis c'est aussi que sur Instagram, ce que j'aime bien, c'est... voilà, moi je suis quelqu'un, par mon métier, qui aide les autres. Et grâce à Instagram, j'arrive, et c'est ce que j'espère faire et partager, c'est vraiment de donner de l'aide aux gens, de donner du positif, de transmettre des choses qui leur soient utiles. Ouais, je comprends. Je trouve qu'avec ces réseaux sociaux-là, on peut le faire. Ouais, je comprends tout à fait ce ressenti. Du coup, Cyril, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus à ce en quoi consiste la dermographie? On se disait tout à l'heure que tu étais infirmière et que tu étais partie grâce à une première expérience, un peu dans le tatouage, on va dire, du côté de dermopigmentation médicale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet et nous dire qu'est-ce que tu aimes dedans, ce que tu y apprends, en quoi ça consiste? Alors, moi, je ne vais, contrairement à l'école de Maud, moi, je ne vais faire que du tatouage pour réparer les gens. Je ne vais pas faire du tatouage esthétique. Voilà. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est les patients qui se retrouvent avec des cicatrices importantes, parce que je travaille avec donc un des chirurgiens qui est maxillofacial, donc on se retrouve avec des gens qui ont plus d'orbites, qui ont plus de sourcils, qui ont plus de nez, qui ont plus... Bon, bref.
Et donc, ce qu'il faut, c'est aller essayer de leur rendre un visage à peu près, à peu près normal pour que quand ils sont dans la rue, on ne se retourne pas systématiquement sur eux. Donc, je veux dire, c'est sûr que sur un visage, tu as 2 sourcils. Si t'en manques un, forcément, les gens vont te regarder. Bien sûr, ouais. Donc voilà, moi je vais essayer de cacher les imperfections liées à la chirurgie. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. Je veux pas... Tu vas Donc pas embellir. c'est réparer. Moi je vais Plus réparer, que, je vais pas embellir. T'as pas faire des taches de rousseur Bon, non, enfin... Non, parce que maintenant c'est aussi Non, des sauf pratiques si- de... Non, sauf si ça permet de cacher, je sais pas moi, des ou alors cicatrices d'acné. ou des cicatrices d'acné par exemple. Mm. Tu peux très bien C'est effectivement... vrai. parce que les gens, enfin une femme ou un homme a des, enfin d'ailleurs les taches de rousseur c'est plus joli sur une femme quand même, mais tu vas plutôt, voilà, je vais essayer de camoufler un défaut, mais lié à une maladie, à une chirurgie, un accident, etc. D'accord. Moi je vais plutôt, voilà, je veux pas me lancer dans L'esthétisme ou autre. non, je suis pas esthéticienne. Moi, je reste infirmière, j'aime mon métier. Voilà, c'est simplement que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'en rencontre des gens comme ça, des femmes qui ont des cicatrices d'aréoles, même des cicatrices de lifting. Dans la chirurgie esthétique, t'es pas là pour juger les gens. Oui. Parce que sinon, tu ferais que ça. Parce que des fois, t'as des gens qui ne vont pas aimer leur nez, alors que toi, tu le trouves... Très bien, soit. Oui, tu ne trouves pas que ce nez est moche, mais eux, ils ne peuvent pas le voir, donc ils veulent le changer. Et toi, tu n'es pas là pour les juger, pour leur dire « Mais non, c'est n'importe quoi, votre nez, il est parfait. » Non. Toi, tu n'es pas là pour juger, tu es là pour les aider. c'est ça. Et donc, moi, ma démarche, quand je vais avoir une femme qui a eu une reconstruction de sein, mais qui n'a plus d'aréole, je n'irai pas lui en parler, parce qu'il y a des femmes que ça ne dérange pas. Mais si elle en a la demande, oui, là, je serai là pour elle, quoi. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent même pas être reconstruites non plus. Hein. Oui, c'est pas Donc, systématique non plus. Non, voilà. Donc, ça doit être un choix, surtout que c'est quand même un acte qui n'est pas pris en charge. Hein. C'est du 100% esthétique. Hein. Oui. Parce que on a toujours décidé que on t'avait reconstruit, c'était bien déjà. Hein. Donc, voilà, l'aréole en dessin, faut pas chipoter, quoi. Hein. Le regard que tu avais sur toi était... Voilà, du moment qu'on t'a reconstruit un sein, on part du principe que voilà, C'est on bon. t'a réparé. Mais non, parce que toi, quand tu te regardes nu dans une glace, je pense qu'une femme qui se regarde... De toute façon, on a toutes des choses qui nous gênent. Bien sûr. Quand on se regarde dans une glace, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Donc, une femme qui va se regarder dans une glace, si elle n'a qu'une aréole, forcément, elle va avoir que ça. C'est Voilà. vrai. Donc, voilà, moi, je vais faire que de la réparation. Mais du coup, ça reste varié. Ça peut être le visage, ça peut être... Ça peut être n'importe quelle cicatrice, déjà, à n'importe quel endroit du corps. D'accord. Ça peut être des aréoles, ça peut être camoufler des trous de cheveux dans la tête, parce qu'il y a des femmes qui ont des cheveux clairsemés, clairsemés, et par ça tu peux voilà. Bon voilà, c'est que non, moi je reste médicale, hein, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est pas que l'aréole ou autre, ça reste très varié en termes d'endroits où tatouer. Oui. Ça va être faire une retouche à un sourcil parce que il y a une cicatrice dedans. Ça va être camoufler peut-être de l'acné ou une cicatrice sur le visage. Ou, une cicatrice de radio. Les 3 points de la radiothérapie aussi. Parce que ça, c'est un truc, les gens qui ont suivi de la radiothérapie, à chaque fois qu'ils regardent ça, c'est... Ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, lorsqu'on a un traitement en radiothérapie, il y a un espèce de... C'est un triangle de 3 points fait avec du tatouage.
C'est ça, qui est une espèce de repère. Qui délimite la zone où il faut aller frapper, quoi. C'est ça. Et donc, on est quand même marqué, c'est du tatouage. Ah, c'est du tatouage. Donc, après, on garde ce tatouage, évidemment, à vie. Et donc, d'où le besoin de tourner la page et de retirer. D'oublier ce mauvais passage de sa vie. Et donc ça, c'est vraiment un truc, c'est un petit tatouage hyper simple parce que tu retatoues sur le tatouage déjà fait et tu le colores de façon à ce que ça ressemble à un grain de beauté. D'accord, voilà. Ça reste discret. Voilà. Mais le fait que, par exemple, ce soit d'une couleur un peu différente, ça passe mieux, on voit plus ce triangle. Et du coup, les personnes qui peuvent passer sous l'aiguille, vulgairement, c'est-à-dire c'est les personnes qui peuvent avoir recours à la dermographie. Toi, tu peux tatouer homme, femme, enfant, pourquoi pas enfant avec l'autorisation des parents, bien sûr. Et puis après, il y a plein de contre-indications, faut voir si les gens sont allergiques. Tu peux pas tatouer les cicatrices qu'on appelle kéloïdes, qui sont des cicatrices qui sont très épaisses et qui ne disparaîtront pas au tatouage, et au contraire, plus tu les piqueras et plus elles vont grossir. Donc elles sont en relief. Ouais, c'est des cicatrices très dangereuses, donc ça faut pas y toucher. Enfin bon, après tu rentres dans le médical, t'as des contre-indications et ça il faut t'y tenir. Il faut respecter toutes. Bien sûr. Donc il y a une visite pré-tatouage, il y a une visite consultation. Et puis à la suite de cette consultation, toi tu travailles en faisant un dessin. Enfin moi je ferais comme ça. Tu travailles en faisant si c'est une aréole, le dessin, voilà. Et puis après, si les gens sont d'accord, ils reviennent et là. D'accord. Et en fourchette un peu de temps, ça peut être hyper rapide comme beaucoup plus long. Oui, une petite cicatrice, ça peut être une demi-heure et puis un tatouage d'aréole, ça peut aller jusqu'à 4 heures. C'est ça, ouais. Puisqu'il y a beaucoup plus de travail en termes de dégradé, choix de couleur. Et puis de toute façon, il y a une retouche un mois après. D'accord. Et si besoin, une troisième retouche, s'il y a besoin. Mais voilà, il faut le temps nécessaire à faire bien les choses. Donc voilà, c'est des fourchettes, parce qu'après, ça peut être plus rapide, plus long. C'est au cas par cas, en fin de compte, quand même. Oui, parce qu'en plus, c'est pareil, le tatouage, c'est quand même des aiguilles qui piquent la peau. Et donc faut aussi que les gens supportent le temps de tatouage. Donc, je pense qu'on n'arrive pas dans ce tatouage-là dans la même optique que quand on va se faire tatouer un dessin artistique. Oui. C'est-à-dire que quand on va chez le tatoueur pour se faire tatouer une rose, c'est un truc qu'on a décidé, on le veut, voilà. Tandis que quand c'est pour réparer, il y a quand même encore ce côté de souffrance qui est là. Et donc, c'est pareil, tu sais jamais si les gens vont tenir le coup 3 heures. Un côté très psychologique. Émotionnel. Tu vois, donc peut-être tu es obligé de t'arrêter. Donc, moi, personnellement, je pense que si je dois faire une aréole, je la prendrais seule un après-midi. Je me mettrais pas des contraintes derrière en me disant « faut que j'ai terminé ». Voilà. Non, faut faire les choses tranquillement et c'est ça. Voilà, faut pas se stresser parce que derrière il y a autre chose. Donc faut savoir aussi gérer son temps. Oui. Voilà. Pas être stressé avec quelque chose qui serait à faire juste après. Voilà. Être à l'écoute aussi de la personne qui est dans un certain état d'esprit. Exactement. Et du coup, comme les projets sont différents, évidemment, ça prend plus ou moins de temps. Et donc, j'en déduis que le prix aussi dépend un petit peu du projet. Enfin, dépend totalement tout à du fait. projet. D'accord. Top. Pour moi, c'est très clair. Mais du coup, on va parler un peu de toi maintenant. Il me semble que tu es encore en formation ou tu viens de la finir ? Alors, je suis déjà diplômée, mais je continue à me former pour avoir d'autres protocoles sur des problématiques bien précises comme
le deuil, la périnatalité. Voilà. D'accord, donc c'est un peu... Ça s'ajoute au diplôme. C'est ça. Les spécialisations, du coup? Exact. D'accord. Mm. Et du coup, les spécialisations pour lesquelles tu travailles en ce moment, c'est lesquelles? Alors là, en ce moment, je fais de la kinésiologie structurelle, donc c'est beaucoup plus centré sur le corps. Donc on apprend D'accord. des techniques un peu d'ostéo, de chiro, voilà, on apprend vraiment à traiter le corps en lui-même. Donc on n'est pas du tout ostéopathe, on n'est pas du tout kinésithérapeute, rien, hein. Mais on touche plus au corps, on apprend vraiment l'anatomie en fait. Donc comment fonctionne le corps, quel os se rattache à quel ligament, à quel muscle. Les liens un petit peu, Exact. fonctionnement du corps. Et à côté de ça, je fais aussi une autre formation sur ce qu'on appelle du décodage biologique. Et ça, j'adore parce que... C'est quoi le décodage biologique? C'est très lié à la kinésiologie structurelle parce qu'en fait, le décodage biologique, c'est la symbolique de tous les mots physiques. Donc, quand on a mal au côté gauche, ça représente ça, au côté droit, ça représente ça. Par exemple, une femme qui a un cancer du sein qui se déclare à gauche ou à droite, il y aura une symbolique différente. C'est rigolo parce que j'ai une mini anecdote à raconter à ce sujet. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais au pire, ce sera assez efficace et rapide. Je me rendais dans une énième pharmacie puisque j'avais une espèce de plaque sèche au niveau de ma cheville gauche. Et c'était pas une période hyper facile dans ma vie, etc. Je me sentais pas particulièrement bien, il y avait des raisons à ça. Et du coup, dans toutes les pharmacies ou même mon médecin généraliste m'avait dit c'est probablement soit de l'eczéma, soit... C'est bizarre parce qu'ils n'arrivaient pas à décrire ce que c'était, donc peut-être un champignon. Donc j'ai fait des examens, etc. C'était rien de tout ça. Donc on s'est dit c'est une espèce d'eczéma, / peut-être psoriasis, on sait pas trop. Et je me rends dans une énième pharmacie pour prendre une crème grasse. Donc je viens en demandant c'est quoi votre crème la plus riche, etc. Du coup, la fille a comme le réflexe de me dire pourquoi, pour quel endroit, Qu'est-ce etc. qui se passe ? Bah voilà, j'ai une tache au niveau de ma cheville. Au début, elle était toute petite. C'était pas très grave, mais elle arrête pas de grossir, aussi bien que maintenant. Elle était petite comme ça, donc la taille d'une pièce. Ouais. Elle était grandie taille de... Un bouc de poche, quoi. Un bouc de poche, c'est vrai. Un livre de poche. Ouais. Donc c'était assez impressionnant. Je commençais un peu à me dire, faut que je m'en occupe et tout. Et la fille me dit... c'est bizarre ce que vous me décrivez, en plus c'est grossier et tout comme ça. Je pense que c'est plus parce que vous avez un problème soit avec votre père ou soit peut-être avec votre petite amie, mais je pense que c'est votre père. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai fait bon, je vais peut-être aller régler d'abord le problème avant de mettre de la crème. Ouais. Elle m'a dit je peux vous conseiller cette crème là qui est pas mal. Elle m'a dit votre tâche elle se résorbera pas. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai raconté ça. N'empêche que 2-3 mois après mon problème était plus ou moins résolu. Bah en plus, si tu veux tout savoir, la symbolique de tout ce qui est tâche ou problème de peau, c'est ce qu'on appelle un conflit de séparation. Ah c'était tout à fait ça. Voilà. Ouais. Et du coup c'était fou comme elle s'est résorbée et franchement encore quelques mois après j'avais plus rien. Voilà. Donc en fait, le décodage biologique, c'est ça. On va regarder la symbolique des mots physiques pour en fait réussir à potentiellement les guérir, les faire disparaître en travaillant sur cette problématique ou sur l'émotion qui est problématique, qui est bloquée. Et dont aussi ce qui va être maladie du coup. Ouais, ça peut être lié aussi. Donc on ne peut pas guérir à 100%. De toute manière, nous, en tant que kinésiologue, on n'a pas le droit de dire qu'on guérit. Mais on peut soulager et parfois on peut voir des nettes améliorations chez les personnes qui viennent nous voir. Ouais, c'est fou ça. Ouais. C'est fou. C'est du travail et quand même un certain nombre de connaissances. C'est pas... Ouais, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que tu te rends compte qu'il y a plein de symboliques pour tout. La cheville, c'est aussi la symbolique du fait de vouloir avancer ou non dans sa vie, d'être bloqué, de stagner. Chez une personne âgée, quand on commence à avoir des problèmes de jambes, la symbolique, c'est triste à dire, mais c'est le fait d'avoir un pied dans la tombe. Il y a plein de symboliques comme ça, et le fait de les connaître. Non, je me suis juste cassé le pied, donc voilà. Oui, mais t'es pas une personne âgée, t'es pas sur le point de... Je sais pas, je me suis dit, c'est quoi le lien? Non, mais c'est ça. J'ai mal au pied. Il n'y a pas de lien, Non, mais chez les personnes vraiment âgées qui ne veulent plus bouger, qui bougent plus. Si, finalement, il y avait un lien, parce que à chaque fois, c'était suite à des soucis. Mais c'est souvent très très lié quand même. Voilà, et on dit,
je me suis cassé le dos, je me suis cassé le pied, et à chaque fois c'était suite à des soucis qui m'avaient pris, enfin voilà, où j'en avais plein de dos, quoi. Ça se répercute Plein de physiquement. dos, ça m'avait bien cassé les pieds, comme on peut le dire, et j'en avais plein de dos. Et voilà, c'est quand même les endroits qu'on cassé quand, voilà. C'est des petites sonnettes d'alarme que tire le corps. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Bah, il répond, quoi. C'est pour ça que j'écoute ma fille quand elle me dit ça. Il y a un peu des consultations gratuites à la maison. Ouais. C'est plus des échanges d'avis, C'est de ça. connaissances et tout. C'est trop chouette. Et du coup, ce qui, toi, t'a poussé à faire ça, c'était une espèce de... Pas de déclencheur, mais lorsque t'as justement pratiqué avec la maman d'une de tes amies, c'est ça qui t'a vraiment fait dire... C'était en plus suite au décès de mon oncle et ça a été un gros bouleversement dans nos vies et ça a été aussi tout ce qui nous a fait prendre des déclics sur tout, absolument tout ce qui nous entourait, tout le sens de nos vies, La création de la société. la création de la société. C'est grâce à lui. Grâce à lui, oui. C'est à la suite, c'est à la suite, c'est grâce à la suite où on s'est dit, parce que moi ça faisait déjà quelques temps que, parce que ça, le congrès remontait déjà à 4 ans, donc voilà, et lui est parti il y a 2 ans, donc j'ai mis 2 ans, et quand il est parti, j'ai dit, c'est vrai qu'il me disait à chaque fois qu'il venait, mais lance-toi. Et du coup, comme a fait sa formation, Tu t'es lancée aussi. grâce à lui, on s'est lancé, quoi. Et puis, plus ça allait, plus on a décidé de s'associer parce qu'au final, nos deux métiers étaient en Peuvent servir l'un à l'autre, finalement. Ils sont assez complémentaires. Ouais. Ils vont dans la même direction, en tout cas. C'est-à-dire que de toute façon, le nom de la société ça veut tout dire, quoi. C'est vrai. Parce Face que à soi. face à soi, ça va aussi bien à un mec qui a des patients qui psychologiquement vont peut-être pas bien aller et qui vont se voir dans le reflet de la glace d'une certaine façon. Donc elle est là pour leur rendre une image bien meilleure. Et moi, c'est la même chose, mais physiquement. Donc voilà, on a mis un petit peu de temps à trouver le nom. Ouais, On a fait pareil. plusieurs essais. Ça a été C'est vrai à la fin une évidence. Et puis après, ouais, voilà. Je sais plus d'ailleurs comment. Grâce à ta cousine. Oui, on en avait parlé avec ma cousine, mais après, Celle toutes qui les vous deux. a... Non, parce que on était On passés demandait pendant les vacances et puis on demandait disait, à tout le monde. on disait aux gens, bon voilà, on veut faire ça. Est-ce que vous avez des idées parce qu'on voulait un truc un petit peu sympa, quoi, un peu original. Et c'est vrai que... moi, depuis le départ, j'avais dans l'idée l'image que nous renvoie la glace. Et donc, à un moment, on a pensé à plein de choses ou de noms qui se réfèrent à ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu trop égoïste, un peu trop... le regard qu'on peut avoir soi-même sur soi-même. Donc, voilà. Et finalement, on s'est dit, face à soi, c'est plus simple. Ça résonne bien. Et c'est juste, il n'y a pas de je suis le plus beau, la plus belle, machin. C'est juste Ton regard. qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans une glace. Je me vois moi et comment je me vois. Donc voilà. C'est ça. Franchement, quand j'ai lu la première fois le titre, le nom de la société, je me suis dit, c'est fou comme... je le trouve vrai, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je me suis dit... en fait, c'est ça. C'est résumer les actes, le côté praticien, un côté aider la personne. Et en même temps, c'est la personne elle-même qui vient dans un but d'apaisement ou de se reconstruire ou avancer en tout cas. Je sais pas, je le trouvais hyper vrai. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, ça sonnait vrai. Ouais, on l'aime bien. Puis c'est simple. On s'en souvient. C'est vrai. C'est assez simple à retenir. Du coup, si vous aviez des conseils aux personnes qui hésitent soit peut-être à se tourner vers la kinésiologie, et peut-être qu'on peut rappeler un peu tout ce qu'englobe, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Tout à l'heure, tu parlais des cartes, il y a la lithothérapie, donc tout ce qui va être avec les pierres. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui englobe la kinésiologie et aussi
On verra après. D'abord, disons toutes les choses que tu peux utiliser dans le cadre de tes séances. Ouais, alors la kinésiologie déjà, ça vient de techniques chinoises, donc ça regroupe tout ce qui est chiropractie, les aiguilles, les acupuncture, exact. Ça reprend vraiment plein de petites techniques et on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser différents protocoles, différents protocoles qui je perds le mot. T'inquiète pas, tout comme moi. Ouais, c'est ça. Différents protocoles qui utilisent et exploitent les bienfaits des cristaux, donc la lithothérapie, le tarot, parce que dans le tarot, il y a des images. Et pour certaines personnes, c'est beaucoup plus simple parfois de réussir à parler grâce à une image qui tire, enfin une carte qui tire, il y a une image et voilà, ils ont des mots qui leur viennent à l'esprit, ça leur parle, ils ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre voilà, quelques techniques d'ostéo avec le voyage dans le crâne. Donc encore une fois, on n'est pas du tout médecin, pas du tout ostéo, voilà, mais juste on prend tout ce qu'il y a à prendre parce qu'il y a beaucoup de techniques qui ne sont pas assez exploitées pour tout ce qui est émotionnel. Donc nous, en kinésiologie, on traite le corps avec le côté structurel, donc vraiment corporel, psychologique, mais aussi émotionnel. On va chercher toutes les émotions qui peuvent être bloquées dans le corps et créer du coup des mots. En fait, c'est vraiment le côté émotionnel que vous traitez peut-être, que vous mettez beaucoup plus en avant et qui est centré autour de ça, plus que je trouve, mais après je ne suis pas une professionnelle, plus que la médecine, tout ce qui est occidental. C'est ça. Où c'est vraiment un mot physique, une réponse médicale vraiment très, très simple dans le sens où on va traiter le problème physique, quitte à mettre de côté parfois tout l'aspect émotionnel qui découle du problème initial. Nous, justement, on se fixe beaucoup plus sur tout ce qui est émotionnel, vraiment tout le côté émotionnel, parce qu'on se rend compte que dans chaque mot physique, généralement, il y a des émotions qui sont bloquées et qui nous rapportent en fait à des vécus, des traumatismes, des souvenirs. On utilise d'ailleurs des protocoles où on fait rentrer le transgénérationnel, donc les ancêtres. D'accord. On va tester les muscles du corps, parce qu'en fait en kinésiologie, on a ce qu'on appelle un muscle indicateur, donc généralement c'est le deltoïde antérieur. Donc on tend la main et on appuie sur le corps, enfin on n'appuie pas mais juste on met une petite pression et on va avoir, ça va être un peu notre pendule, on va avoir soit une réponse positive, le bras va rester tendu, soit une réponse négative, le bras va se baisser tout seul. Et c'est parce que selon ce dont on parle ou la question qu'on pose, parce qu'on pose des questions, le corps va nous rendre des réponses positives ou négatives parce que ça va créer ou non du stress. D'accord. Et comme ça, en fait, on peut poser des questions et aller dans tout ce qui est transgénérationnel pour savoir, parfois, quand quelqu'un ne comprend pas son mot, ne comprend pas son problème, si ça lui a été transmis ou pas par un ancêtre. Et après, par quel ancêtre ? Et ça nous fait vraiment... En fait, on fait une investigation pour comprendre pourquoi cette personne se sent ainsi, pourquoi elle a telle problématique, telle douleur. D'accord. Tel blocage. Du coup, les personnes qui vont se rendre au cabinet pour te voir, mais ça va être des personnes avec des problématiques physiques ou émotionnelles, c'est ça ? Physiques ou émotionnelles, ou même simplement des objectifs. Quelqu'un qui veut réaliser un objectif, mais qui n'y arrive pas et qui ne comprend pas pourquoi. D'accord. Donc ça peut être vraiment des objectifs très très larges. Je veux être détendue pendant un examen, je veux réussir à partir voyager seule. D'accord. Ça dépend. Très bien. Du coup, par rapport aux personnes qui pourraient hésiter à venir faire une consultation à votre cabinet, enfin du moins je parle pour toi, mais quel conseil t'aimerais leur dire, ou du moins qu'est-ce qui pourrait les aider à savoir si ça pourrait être pour eux ou pas ? En fait, les kinésiologues, généralement, on vient les voir parce qu'on a tout essayé, toutes les autres techniques, toutes les autres alternatives, et que c'est la dernière solution.
D'accord. Parce que c'est encore un métier qui est peu connu. Les gens peuvent encore le rendre très stigmatisé en disant « Ah là là, c'est un peu charlatan, qu'est-ce qu'ils nous font là ?» On nous voit un peu comme les rebouteux modernes, si tu veux. Mais en même temps, quand tu as tout essayé et que rien n'a marché, Bah ouais. pourquoi pas? Je veux dire, nous, on est d'origine bretonne et les rebouteux en Bretagne, ça existe encore, hein. Bien sûr. Et donc, quand vraiment tu as tout essayé, que tu souffres, pourquoi pas? Je veux dire, Bien au pire, tu te dis, au pire, ça marche pas. Mais Il y a plus à gagner qu'à y perdre en tout cas. voilà. De toute manière, en kinésiologie, Voilà. on ne peut pas faire plus de mal que la personne. C'est ça. Oui. Ça peut pas être pire. Donc, moi, je pense que quand vraiment ça va, plus rien ne va, ou plus rien ne marche, moi, je dis ça alors que je suis professionnelle de santé. Oui, c'est hein. c'est vrai qu'il y a Donc, ce parallèle entre les deux. voilà, hein, je veux dire, c'est quand même une professionnelle de santé qui dit, quand plus rien ne marche, pourquoi pas essayer ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut pas faire de mal. C'est comme l'homéopathie, tu as des gens qui y croient et d'autres qui n'y croient pas. Mais ça n'empêche que Si ça aide. en chirurgie, par exemple, on utilise l'arnica, le chamomilla pour les hématomes, le gel pour le stress. Voilà, on utilise quand même des trucs qui a priori fonctionnent. Donc voilà, C'est je vrai. pense qu'il ne faut pas fermer des portes sous prétexte que oui, c'est des charlatans, c'est des rebouteux. Pourquoi pas, hein. Je suis prête à tout essayer. Quand dans sa vie, bon là ça peut être des souffrances psychologiques, mais je veux dire, quand on a vraiment des douleurs persistantes, on est prêt à n'importe quoi, hein, quand on a vraiment mal. Donc pourquoi pas ça? Enfin, je veux dire, faut savoir mettre toutes les chances de son côté, et toutes les chances de son côté, ça veut dire savoir tout essayer, quoi. Puis aussi, on peut venir me voir quand les techniques des psychologues ne conviennent pas. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas à l'aise simplement en parlant avec une personne, en étant face à une personne. Là, moi, je fais... il y a là beaucoup de communication, je fais l'investigation des mots physiques, de la problématique, mais il y a beaucoup de communication, il y a un échange en fait. Contrairement à simplement raconter ses problèmes à un psychologue. En kinésiologie, vu qu'on teste le corps et que le corps ne ment pas, ça donne des clés. La personne peut, pendant la séance, avoir des clics en disant « mais oui, mais bien sûr, j'ai pas pensé plus tôt en fait, mais oui, ça peut être lié ». Elle participe à son enquête corporelle aussi. Ouais, c'est plus dans le partage, Moi, je donne les clés. Je donne plein de clés pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir régler son problème. Après, c'est aux personnes de décider si oui ou non ils veulent écouter les conseils que je peux leur donner. Ok, très bien. Pour moi, on a vraiment, du moins, abordé les deux métiers un peu plus en détail, savoir à quoi ça consistait. Maintenant, j'aimerais bien plus que vous me partagiez, du coup, vous, en tant que personne, pas en termes de métier ou autre, des choses qui vous inspirent. Ça peut être un livre que vous avez lu récemment, ça peut être un film que vous avez vu récemment, en tout cas un objet qui vous a inspiré, que vous aimeriez partager. Je pense que pour toutes les deux, il y a une citation qui revient très souvent. Si, je vais la dire, tu vas dire oui. C'est la citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et c'est une citation qui, pour ma part, me suit depuis... Ah non, mais moi je suis persuadée aussi. Depuis des années, je suis quelqu'un qui ne croit pas aux coïncidences. Il y a beaucoup de coïncidences, mais je pense que ce ne sont pas des coïncidences, c'est des rendez-vous, c'est des choses qui sont censées se passer pour que tu arrives là où tu dois arriver aujourd'hui. Et pour ma part, en tant que personne aussi dans mon métier, je pense que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusque-là, j'en serais pas aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui, je serais pas fière de qui je suis, j'aurais peut-être pas ce métier-là. Et alors que là, aujourd'hui, je sais que tout ce que je fais, c'est la voie que je dois prendre.
Tu le ressens. Ouais. C'est Cool. vraiment mon chemin de vie, si je peux appeler ça comme ça. Et toi? Ah bah, moi, j'ai eu qu'une inspiration dans ma vie, c'était mes enfants, ma famille. Hein. Oh, ça c'est beau. Mais ma famille, c'était aussi mon frère, ma sœur, mes parents. Voilà. Oui. C'était ma famille. Ça a d'abord été ma famille, et puis après, ça a été mes enfants. Et mon inspiration, c'est toujours mes enfants maintenant. Enfin, ma famille proche, quoi, mon mari, mes enfants. Mais c'est... Moi, j'ai la chance d'avoir encore mes parents, donc voilà. Et bon, si tout se passe bien, je serai même mamie. Donc, Ouais. voilà, c'est la suite logique des choses, et mon inspiration, c'est tout ça. Et quand je fais les choses, je fais toujours des choses. Enfin, là, la société, on l'a créée, donc on l'a fait avec mais bon, mon mari nous a beaucoup aidés, hein, le papa de Mai nous a beaucoup aidés, parce que sans lui, ça aurait été un peu la galère, parce que moi, L'administratif. Oh là là. J'ai compris direct. Oh là Le là. mot galère, ça s'est relié à Oh là là. l'administratif. Au papier, direct. Ah là là, la galère, mais la galère. Et puis quand on s'est jamais occupé des papiers, puis c'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué hein, pour monter sa société. Je sais. En France, c'est vraiment très compliqué. C'est un truc qui au départ n'est pas énorme, mais l'administratif est énorme pour un truc qui ne l'est pas, quoi, pour une société qui ne l'est pas. Pour un tout petit cabinet de 30 C'est mètres vrai. carrés, ça prend des proportions énormes. C'est stressant. C'est stressant, et puis voilà, il faut quand même s'entourer de gens qui voilà, moi j'ai pas hésité à prendre un expert comptable, et on a eu la chance de trouver une jeune femme qui est adorable, et donc qui nous explique, qui est patiente, Trop bien. voilà, parce que ça c'est important aussi de trouver quelqu'un qui a la patience de nous écouter, parce que des fois je la rappelle, j'ai rien compris. donc elle revient, elle me réexplique, enfin bon voilà, elle est adorable. Et donc c'est vrai que bon, moi mon inspiration de tout ce que j'ai fait, c'est voilà, je me dis bon, je fais ça parce qu'au moins ce sera lancé, même si après moi je m'arrête, elle pourra continuer. On a créé ça en associant aussi les garçons dans la société avec laquelle on a pris le cabinet pour que ça leur reste aussi. Enfin voilà, c'est C'est vraiment... malin, C'est ça. un projet de famille. C'est une histoire familiale. On va dire que c'est une histoire familiale, et C'est dont chouette. le point de départ était mon frère. Et c'est vrai que ça, on y tient beaucoup, et qu'on fera tout pour que ça marche, quoi. Mais mais a un métier plus... Enfin, elle est jeune, donc elle pourra continuer. Moi, je veux pas. Moi, ce que je veux pas, c'est je veux pas. Je deviendrai jamais une mode académie. Hein, je deviendrai jamais ces gros groupes de tatouage. C'est pas mon intention. Moi, je veux rester une petite société qui va s'occuper vraiment des gens qui ont été opérés. Moi, je cherche pas à faire. Voilà, ce sera juste la suite logique des gens que j'opère, quoi. Ce sera voilà, d'aller jusqu'au point final d'une reconstruction, voilà. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Oui, puis je pense qu'il en faut en fait. Enfin, il faut des personnes comme ça, peut-être même dans les villes où il n'y en a pas forcément. Ouais. Enfin, en soi, je pense pas, après je me suis pas renseignée, qu'il y ait énormément de personnes qui tatouent face de l'art. C'est de plus en plus en vogue, Oui. c'est de plus en plus à la mode, parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui se disent on va faire de l'argent avec. Oui, c'est voilà. le bon film. Moi, j'ai un petit cabinet de 33 mètres carrés, et ce sera jamais plus que ça. Hein. Donc, voilà. Parce que j'ai aussi à côté mon métier que j'aime. Donc voilà. Ouais. J'ai pas l'intention de faire que du tatouage. Je veux continuer C'est les deux du coup. voilà. C'est plus, Continuer à travailler dans mon bloc, d'aider les chirurgiens à opérer, etc. Je continuerai ça. Très bien. Voilà. Du coup, j'ai deux questions un peu signature du podcast, mais bon, qui sont très philosophiques. La première, c'est pour vous, quelle est la définition du bonheur en général dans la vie? Je viens de le dire. Oui. Eh ben, Pour moi, la définition du bonheur... Non, mais pour moi, la définition Oui, du vrai. bonheur, c'est arriver à mon âge, parce que bon, je suis quand même une femme qui a pris de l'âge, hein, arriver à mon âge et
Et regarder derrière soi en se disant que, je veux dire, moi, quand je regarde mes enfants, je me dis que de toute façon, j'ai réussi. Ils sont beaux tous les trois, ils ont fait des études, ils sont intelligents, ils sont autonomes, ils n'ont jamais eu de soucis, voilà. J'ai un couple qui a duré, donc voilà, c'est aussi un beau résultat. Et puis, le bonheur, c'est descendre les pieds dans le sable et écouter le bruit de la mer. Petites choses simples de la vie. Ouais. Un bouquet de fleurs. Pour moi, c'est ça le bonheur, c'est des choses, des trucs qui me font plaisir. Je sais pas, quand on m'offre un bouquet de fleurs alors que c'est pas mon anniversaire, je trouve ça, j'adore. Arriver sur la plage alors qu'on n'a pas vu la mer depuis des mois, c'est fabuleux. Mes enfants quand ils m'embrassent, ou les grosses crises de rigolade, les apéros avec les copains, voilà, moi c'est ça. D'accord. Mon bonheur de tous les jours, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais, ça me rappelle un peu une citation, c'est pas exactement ça, mais c'est voir la beauté dans les petites choses. Tout à fait, c'est voir la beauté dans les petites choses. Hein. Parce que là, c'est vraiment ça, c'est cette sensation d'avoir quelque chose devant soi et d'en être émerveillé ou du moins de l'apprécier vraiment à sa juste... Il y a 15 jours, quand le camélia a ouvert ses premières fleurs, et il y avait 2 fleurs et zoom, les 2 fleurs, on les a prises parce que bon, c'est un camélia aussi qui est en rapport avec mon frère et donc du coup, on s'est coupé nos 2 premières fleurs de camélia et c'est vrai que il faisait froid, il faisait gris. Ça a été un petit bonheur. Et c'est vrai que ça a été un petit bonheur, ces 2 grosses fleurs qu'on a eues là pendant 10 jours, énormes, d'un rouge vif. Tu vois, ça te met de... Voilà, c'est ça. Du beau au cœur. Moi, pour moi, c'est... Voilà, je n'ai pas besoin de... Ouais, mais c'est ça, entre la question sur l'inspiration et la question du bonheur, c'est intimement lié. Mais oui. De toute façon, je pense que quand ce qui t'inspire crée du bonheur, ou quand le bonheur te crée de l'inspiration, c'est lié. Voilà, je pense que c'est très très lié. Enfin, chez moi, ça va de pair en tout cas. Et toi, mais moi, je rejoins ce qu'a dit ma mère et j'ajouterais aussi que le bonheur, c'est quand même quelque chose d'intime, de spécial pour chaque personne, mais pour ma part, ça rejoint aussi ce que je disais sur le fait d'être sur son chemin de vie. Je pars du principe que on n'est pas dans la famille que l'on a pour zéro raison, on est naître. D'accord. Dans la famille dans laquelle on est pour réaliser quelque chose et quand tu te rends compte que tu es sur ta bonne voie, que tu es sur ton bon chemin, que tu fais des belles choses, que tu es avec des gens que tu aimes, pour moi c'est ça le bonheur. Tu te rends compte en fait que tu es sur Terre et que tu réalises ce pourquoi tu dois être là. Et après, je rejoins ce que disait ma mère. Moi je suis quelqu'un qui m'émerveille très facilement. Et pareil, je vois les belles choses partout, dans les petits détails de la vie au quotidien, que ce soit... quelque chose que j'ai réalisé où je suis fière, de voir ma famille, de voir des animaux, la nature, une fleur qui éclot, enfin tout. Dans tout le monde, il y a des belles choses à apprendre, à voir, et c'est ça le bonheur pour moi. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à cette question plus que philosophique, mais néanmoins intéressante. Et je vous remercie aussi à toutes les deux de m'avoir partagé toutes ces connaissances et votre ressenti sur merci à toi de nous avoir écoutés. Oui. Merci à toutes les deux. Merci.